Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait beaucoup parler. Les deepfakes. Ou hyper-trucage en français. Oui, bonjour. C'est un terme qu'on entend de plus en plus et souvent associé à des choses assez troublantes. Exactement. Je pense qu'on a tous en tête cet incident de mars 2022, une chaîne d'infos ukrainienne, Ukraine 24, qui se fait pirater. Et qui diffuse une vidéo. Une fausse vidéo du président Zelensky. C'est ça, une vidéo où il appelait ses troupes à déposer les armes. Hallucinant. Heureusement, il a réagi très vite, Il a démenti quasi immédiatement, parlant d'une provocation puérile. Mais ça a marqué les esprits. Clairement. Alors, c'est l'occasion parfaite pour plonger dans ce monde des deepfakes. Comprendre ce que c'est déjà. Deepfake, c'est une contraction en fait. Ça vient de deep learning, l'apprentissage profond, une branche de l'intelligence artificielle. Et de fake, faux, évidemment. Voilà, donc c'est une technologie basée sur l'IA qui permet de créer ou de modifier des contenus vidéo ou audio. Et le résultat peut être incroyablement réaliste. Le but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir comment ça marche, quels sont les usages possibles, parce qu'il n'y a pas que du négatif. Non, heureusement, il y a des applications créatives, utiles même. Mais on va aussi, et surtout, regarder comment ça devient un outil de manipulation, de désinformation. L'exemple ukrainien est assez parlant là-dessus. Tout à fait. C'est un enjeu majeur dans la guerre informationnelle actuelle. Donc, au programme, on va voir les techniques, on va revenir plus en détail sur l'Ukraine, regarder d'autres exemples, y compris politiques, parler des risques, des informations, réputation, arnaque, et puis, bien sûr, comment on peut essayer de détecter ces faux. Un vaste programme, mais nécessaire, je pense. Commençons par revenir sur ce cas Zelensky, justement. C'était un des premiers deepfakes politiques aussi, visible en temps de guerre, non? Oui, en tout cas, un des plus médiatisés, et avec un enjeu aussi direct. Le piratage de la chaîne Ukraine 24, puis la diffusion de ce message de reddition. L'intention était claire, démoraliser, semer la confusion. Mais ça n'a pas parfaitement fonctionné, apparemment. Il y avait des défauts. Oui, et c'est intéressant, pour les observateurs attentifs, il y avait des indices. La tête semblait un peu disproportionnée ou mal rattachée au corps, Ah oui. même si le contenu a eu le temps de circuler un peu. Techniquement, c'était quoi? Comment on fait en faux Zelensky qui parle? Alors là, on est typiquement dans ce qu'on appelle la synthèse faciale vidéo. L'IA analyse des milliers d'images de Zelensky. Pour apprendre son visage sous tous les angles, ses expressions. Exactement. Et ensuite, elle peut plaquer ce visage sur le corps d'une autre personne dans une vidéo existante et l'animer pour qu'il corresponde à un discours. Et pour la voix? Ça, c'est le deep voice ou clonage vocal. Pareil, l'IA apprend à partir d'enregistrements de la voix de la personne cible. Elle peut ensuite générer un audio synthétique qui imite cette voix en lui faisant dire n'importe quoi. Bluffant. Et comme vous disiez, l'objectif était clair, déstabiliser. Semer le doute, saper le moral des Ukrainiens et peut-être aussi l'image de Zelensky à l'international. C'est vraiment de la guerre informationnelle pure et dure. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas resté une attaque isolée ou à sens unique. Il y a eu une sorte d'escalade informationnelle, non? Tout à fait. La réponse, ou en tout cas d'autres actions, n'ont pas tardé. On a vu des piratages de médias russes, par exemple. Oui, j'ai lu ça, des messages anti-guerre diffusés, des images du conflit. Et même des deepfakes, ou en tout cas des manipulations vidéo dans l'autre sens. On a prêté à Poutine des annonces de paix, ou au contraire de lois martiales. Parfois, c'était clairement des faux grossiers, mais l'intention était là. Il y a eu aussi cette histoire du ballet, le lac des cygnes, diffusé sur des chaînes russes piratées. Oui, ça c'est plus symbolique. En Russie, historiquement, diffuser ce ballet en boucle à la télévision, ça a été associé aux périodes de troubles majeurs, comme lors du coup d'État manqué de 1991. Donc le diffuser, c'est un message en soi. Et il y a eu aussi cette attaque contre VGTerra, le groupe audiovisuel d'État russe. Oui, une cyberattaque assez sophistiquée, apparemment, le jour de l'anniversaire de Poutine. Ils auraient non seulement diffusé un deepfake, mais aussi détruit une partie des archives. Ça montre que la cyberguerre et la guerre de l'information utilisent des outils de plus en plus pointus. Fascinant et effrayant. Mais pour comprendre comment on arrive à créer ces faux si réalistes, il faut peut-être regarder la technologie elle-même. Comment ça marche, au fond? Alors, le cœur de beaucoup de ces techniques, ce sont les GAN, les Generative Adversarial Networks, ou réseaux antagonistes génératifs. Ok, ça sonne compliqué. Un peu, mais l'idée de base, développée par Ian Godloff en 2014, est assez élégante, on peut dire. Imaginez deux intelligences artificielles qui sont en compétition. D'accord.
Il y a le générateur, qui est comme un faussaire. Son but est de créer des images, ou du son ou de la vidéo, qui ressemblent le plus possible à de vraies images. Ok, le faussaire. Et l'autre? L'autre, c'est le discriminateur. Lui, c'est le détective. On lui montre des vraies images et les fausses images créées par le générateur et il doit deviner lesquelles sont fausses. Ah d'accord. Et ils apprennent l'un de l'autre. Exactement, c'est ça qui est fort. Le générateur apprend de ses erreurs, quand le discriminateur repère ses faux pour créer des faux de plus en plus crédibles. Et le discriminateur, lui, devient de plus en plus fort pour repérer les faux, même les plus subtils. C'est cette compétition qui pousse la qualité vers le haut, très rapidement. Une sorte de course à l'armement entre deux IA. C'est vertigineux. Ça l'est. Et ça demande énormément de données pour l'entraînement. Des milliers, des millions d'images, de vidéos, d'enregistrements vocaux de la personne qu'on veut imiter ou du type d'image qu'on veut générer. Et concrètement, ça donne quoi comme type de deepfakes? On a parlé du visage de Zelensky. Oui, alors ça c'est souvent du face swap, échange de visage, ou du face reenactment, réanimation faciale, où on transfère les expressions d'une personne sur le visage d'une autre. Il y a aussi le lip sync, la synchronisation labiale. Ça, c'est quand on fait dire autre chose à quelqu'un. C'est ça. On prend une vidéo existante d'une personne qui parle et on modifie les mouvements de ses lèvres pour qu'ils correspondent à un nouvel enregistrement audio. Cet audio peut être la voix d'un imitateur ou une voix clonée par IA, comme on disait pour Zelensky. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que ça semble devenir de plus en plus facile d'accès. On n'a plus besoin d'être un expert en IA. Alors, oui et non. Pour créer un deepfake vraiment indétectable de haute qualité, ça demande encore de sérieuses compétences techniques, beaucoup de puissance de calcul et des données très bonne qualité. Mais c'est vrai, on voit apparaître de plus en plus d'applications, parfois même sur smartphone, comme FakeApp, Wombo, WeFace, Deepfake Studio, qui permettent de faire des trucailles plus simples. genre mettre son visage sur celui d'une star dans un clip vidéo. Voilà, ce genre de choses ludiques, ça démocratise un peu la technologie, ça la rend visible, mais ça abaisse aussi la barrière d'entrée pour des usages potentiellement moins innocents. C'est le double tranchant. Heureusement, comme on le disait au début, il n'y a pas que le côté sombre. Il y a des applications positives ou créatives. Oui, absolument. Au cinéma, par exemple, le rajeunissement numérique d'acteurs, c'est une forme de deepfake, techniquement. On pense à Robert De Niro dans The Irishman ou même à Val Kilmer dans Top Gun Maverick. Ah oui, pour Val Kilmer, c'était particulier, non? Il avait des problèmes de voix. Exact. Sa voix a été recréée par IA à partir d'anciens enregistrements, car il ne pouvait plus parler normalement suite à un cancer de la gorge. C'est une application médicale, presque. Impressionnant. Et dans l'humour ? Les parodies. Des imitateurs comme Canteloup utilisent parfois ce genre de technologie pour rendre leurs imitations visuelles encore plus frappantes. Et puis il y a des usages pour la communication, la sensibilisation. Tout à fait. Je pense à cette campagne contre le paludisme où David Beckham apparaissait et semblait parler 9 langues différentes grâce à la synchronisation labiale et au clonage vocal. L'impact est fort. Oui, ça marque les esprits. Ou alors, utiliser des deepfakes pour alerter sur les dangers des deepfakes eux-mêmes. C'est un peu méta, mais efficace. Comme le faux Tom Cruise sur TikTok. Exactement. Créé par un spécialiste des effets visuels pour montrer à quel point ça pouvait être réaliste et trompeur. Ou le faux Obama, créé par Jordan Peele et BuzzFeed il y a quelques années déjà, qui alertait sur la désinformation. Il y avait aussi une vidéo de Cyprien en France, non? Oui, qui utilisait la technologie pour montrer ses dérives potentielles de manière assez pédagogique. Ces initiatives sont importantes parce qu'elles contribuent à l'éducation du public. Le problème, c'est que ça normalise aussi l'existence de ces faux. Ce qui rend la vigilance encore plus nécessaire face aux vrais dangers. Précisément. Alors, parlons-en de ces dangers. La désinformation politique, on l'a bien vu avec l'Ukraine, manipuler les élections, faire de la propagande, c'est énorme. C'est le risque le plus évident, oui. Imaginez un faux discours d'un candidat à la veille d'une élection, ou une fausse déclaration de guerre. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des risques plus personnels, plus intimes. Malheureusement, oui. L'atteinte à la réputation est un risque majeur. Le cyberharcèlement peut prendre une nouvelle dimension. Et il y a le fléau du revenge porn non consensuel. Où l'on crée de fausses vidéos pornographiques en utilisant le visage d'une personne, souvent une femme, sans son accord. C'est dévastateur. Absolument. C'est une violation terrible de la vie privée et de l'intégrité. Et puis, il y a les arnaques, l'aspect crapuleux. Oui, ça se développe aussi. On parle de fraude au président ou fraude au FOVI, faux ordre de virement international. Imaginez recevoir un appel vidéo ou un message vocal de votre PDG vous demandant de faire un virement urgent. Mais c'est un deepfake vocal et vidéo. Exactement. Si la voix et l'image sont convaincantes, ça peut tromper même des employés vigilants. C'est une forme d'ingénierie sociale très sophistiquée. Le phishing,
Phishing par la voix devient beaucoup plus crédible alors. Tout à fait. Cloner une voix, ça devient techniquement de plus en plus facile. On a aussi vu des cas d'arnaque où l'image de célébrités est utilisée sans leur accord pour promouvoir des produits douteux. Tom Hanks s'en est plaint récemment pour une pub dentaire, je crois. C'est fou. Mais au-delà de ces cas spécifiques, qu'ils soient politiques, personnels ou crapuleux, il y a un risque plus diffus, donc, sur notre rapport à l'information en général. Oui, et c'est peut-être le plus insidieux à long terme. C'est l'érosion de la confiance. Si n'importe quelle vidéo, n'importe quel audio peut être potentiellement un faux, Mais comment croire encore ce qu'on voit et ce qu'on entend? voilà, c'est le risque du dividende du menteur. Même sans créer de faux, quelqu'un peut discréditer une vraie vidéo compromettante en prétendant que c'est un deepfake. Ça brouille complètement les lignes entre le vrai et le faux. Ça sape la notion même de preuve visuelle ou audio. Exactement. Et dans une société déjà traversée par la méfiance envers les médias, les institutions, c'est très dangereux pour le débat démocratique. Face à tout ça, comment on se défend? Comment on détecte ces hypertrucages? Ça devient de plus en plus dur, j'imagine. Ça devient très difficile, oui. Les IA génératrices progressent à une vitesse folle. Mais on cherche quand même des indices. Lesquels? Toujours les mêmes petits défauts? Souvent, oui, mais ils sont de plus en plus subtils. On va regarder les détails. Des zones un peu floues autour du visage, des cheveux, ou des bords qui semblent artificiels, des mouvements pas tout à fait naturels. Les mains aussi, c'est souvent un point faible des IA, non? Oui, générer des mains réalistes reste un défi. Des incohérences dans l'éclairage, les ombres, les reflets dans les yeux peuvent aussi trahir un faux. Le clignement des yeux, parfois, n'est pas naturel. Et la synchronisation labiale? Ça s'améliore beaucoup, mais parfois n'est pas parfaite, surtout si on regarde attentivement. Pour l'audio, la voix peut manquer un peu d'émotion, de naturel ou avoir des petits artefacts sonores bizarres. Mais honnêtement, pour les deepfakes les plus sophistiqués, l'œil humain, même expert, peut être trompé. Donc il faut des outils technologiques pour contrer la technologie. L'IA contre l'IA. C'est en grande partie la piste explorée. On développe des IA spécialisées dans la détection de deepfakes. Elles sont entraînées sur d'immenses bases de données de contenu authentique et de faux connus. Des entreprises comme Google, Meta y travaillent dur. Oui, elles ont des programmes de recherche actifs. Metafair, par exemple, travaille sur des techniques de désidentification pour rendre plus difficile l'usurpation d'identité faciale. Des organisations comme Amnesty International développent aussi des outils pour les journalistes et les défenseurs des droits humains. Et il y a d'autres approches, j'ai entendu parler de blockchain, de cryptographie. Oui, l'idée serait de pouvoir certifier l'authenticité d'une vidéo ou d'un audio dès sa création. Un peu comme une signature numérique inviolable ou un enregistrement dans une blockchain qui prouverait son origine et son intégrité. Le journal Le Monde, par exemple, a exploré ce genre de piste. C'est prometteur, mais ça demande que tout le monde adopte ces standards. C'est le défi. Et puis, il y a le cadre légal. En France, on a des lois sur le droit à l'image, le droit à la voix, la propriété intellectuelle. Il y a aussi un article du code pénal, non? Sur les montages. Oui, l'article 226.8 punit le fait de publier un montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas fait mention. Mais est-ce que la loi arrive à suivre la vitesse de la technologie? C'est toute la question. La loi a souvent un temps de retard sur ces innovations disruptives. L'intention malveillante est parfois difficile à prouver, la diffusion est mondiale, c'est complexe. Donc, si on essaie de résumer, on est face à une technologie vraiment ambivalente. C'est un outil puissant, avec un potentiel créatif, pour la communication, l'éducation. Le divertissement même, la santé, comme on l'a vu. Mais c'est aussi clairement une arme redoutable pour la désinformation politique, la manipulation, le harcèlement, la criminalité. Une arme qui exacerbe la méfiance dans un espace public et médiatique déjà bien fragilisé. C'est vraiment le paradoxe, hein? L'outil en lui-même est neutre, mais ses applications peuvent être radicalement opposées. Et le réalisme devient tel qu'il est de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux à l'œil nu. Ce qui nous amène inévitablement à une question fondamentale pour nos sociétés. Justement. Alors que ces hypertrucages deviennent de plus en plus sophistiqués, presque indiscernables de la réalité, comment peut-on s'adapter collectivement? Comment faire pour vérifier l'information, pour maintenir un socle minimum de confiance partagée dans ce que l'on voit et ce que l'on entend? C'est le défi majeur qui nous attend. Une question ouverte qui mérite réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant et un peu inquiétant aussi. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une prochaine analyse approfondie. Au revoir.